Donc on va maintenant entendre Michael Durand, qui est doctorant à Sciences Po et qui va nous présenter alors là un cas particulier, puisque c'est au contraire agir contre l'égalité au sein des mouvements récents de la Manif pour tous. Et je fais juste une petite incise, puisque nos collègues brésiliennes nous ont dit que la polémique contre la théorie du genre faisait rage en ce moment au Brésil et que elles étaient extrêmement inquiétées, y compris comme universitaires, autour de cette question. Donc, Michael, à toi. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je tiens aussi à remercier les organisatrices et organisateurs du colloque pour ces 2 journées et me permettre d'y présenter les premiers résultats d'une thèse en cours sur lesquels j'enchaîne sans plus tarder. Donc, cette communication porte sur un collectif de gays et lesbiennes qui étaient engagés aux côtés de la Manif pour tous. Donc la Manif pour tous, pour les collègues étrangers et étrangères, c'était le gros mouvement conservateur qui était opposé au projet de loi Taubira qui ouvrait le mariage aux couples de même sexe. Et donc ce collectif s'appelait Homovox. Il a été peu médiatisé et n'a pas vraiment été leader du mouvement de la Manif pour tous. Il ne regroupait pas plus d'une trentaine d'individus à l'échelle nationale et le collectif a été intégré au mouvement de la Manif pour tous par le biais de Frigide Barjot qui a contacté la présidente pour l'inclure dans le mouvement. Et le collectif s'est ensuite retiré au moment de la scission entre Frigide Barjot et Ludovine de la Rochère. L'action du collectif a consisté principalement en l'élaboration d'un site internet avec des vidéos témoignages d'homosexuels opposés au mariage. Alors, même s'il s'agissait d'un petit collectif, il est intéressant pour 2 raisons. D'abord, l'engagement dans le militantisme de ces gays et lesbiennes apparaît atypique. Jusqu'alors, le militantisme des homos a surtout été analysé sous l'angle de l'engagement progressiste et aucun des projets de loi précédents en France ou ailleurs, il me semble, n'a suscité de mobilisation homosexuelle contre l'ouverture de nouveaux droits en leur faveur. Bien sûr, il ne faut pas homogénéiser les gays et lesbiennes qui montrent une diversité de positions sur l'enjeu du mariage. Certaines et certains y étaient défavorables, mais sans pour autant qu'ils ressentent ou elles ressentent la nécessité de s'organiser et de militer contre. Donc une première question serait de comprendre cet agir contre l'égalité en sa faveur, ça entre guillemets donc. Deuxièmement, ces individus apparaissent intéressants parce qu'ils sont une deuxième fois atypiques ou déviants au sens sociologique, puisque dans un mouvement conservateur, ils sont une minorité. Conservateurs d'un côté, mais appartenant à une minorité sexuelle de l'autre, les membres de ce collectif semblent être un cas d'école de ce que la sociologie politique appelle les cross-pressures, donc c'est-à-dire ces pressions sociales contradictoires qui orientent le comportement politique dans des directions différentes. Ces pressions contradictoires sont essentiellement analysées comme favorisant l'apathie politique dans la littérature. Une deuxième question est donc de savoir comment ces individus en sont venus à se mobiliser et sur la base de quelle allégeance sociale. Donc l'objectif de la communication est d'analyser le processus d'engagement et les logiques socialisatrices de quelques-uns des membres de ce collectif afin de comprendre cet agir contre l'égalité, pour ne pas dire agir contre notre égalité, notre entre guillemets. Donc j'aurai 3 points. D'abord l'agir collectif contre l'égalité, ensuite la socialisation politique des membres que j'ai pu enquêter, et enfin leur rapport à la discrimination et à l'homosexualité. Alors du point de vue du matériau, donc pour rappel, c'était 25 à 30 individus. Donc mon propos se fonde sur des entretiens semi-directifs approfondis, type récit de vie, avec 7 membres d'Homovox, dont la présidente est fondatrice. Tous les entretiens sont anonymisés. La présidente est fondatrice et mère de famille, elle a 47 ans. Les 6 autres individus se définissent comme homosexuels, quelques-uns sont en couple, 4 ont plus de 45 ans et les 2 autres ont moins de 35 ans. Et du point de vue des catégories socio-professionnelles ou du diplôme, le moins diplômé a un CAP, il est aujourd'hui grossiste en fleurs, et tous les autres ont au minimum le niveau licence et occupent des classes moyennes supérieures. Alors,
Donc, la première partie revient sur l'émergence du collectif et le type de militantisme qui s'y déploie. Alors, 3 logiques permettent de comprendre l'émergence de ce collectif. La première logique est liée à la trajectoire de la fondatrice, pour qui le coming out de son frère et la découverte de ce qu'elle appelle le monde homosexuel a été un véritable choc. Issu d'une famille de la bourgeoisie lyonnaise traditionnelle, où l'homosexualité n'existait pas, pour reprendre ces termes, cet événement, le coming out, a l'allure d'une rupture biographique et d'un choc moral et suscite chez elle un très vif intérêt pour les questions d'homosexualité depuis qu'elle a 26 ans. La deuxième logique tient de la représentation qu'elle a de l'homosexualité, une représentation en 2 points. D'une part, l'homosexualité est une blessure, pour reprendre son terme, une finitude qui ne vaut pas l'hétérosexualité, et d'autre part, les gays, majoritairement, ne veulent pas du mariage. Cette représentation sociale de l'homosexualité est alimentée par les quelques homosexuels qu'elle a rencontrés dans sa trajectoire. Enfin et surtout, la troisième logique au fondement du collectif, c'est l'intégration dans un réseau. Donc, la fondatrice a été contactée par Béatrice Bourges, une des leaders du mouvement de la Manif pour tous, en août 2012, et elles se connaissaient toutes les deux depuis la lutte anti-Pax. Et ensuite, elles rencontrent le même été, lors d'un pèlerinage religieux que les catholiques les plus fervents font, c'est le pèlerinage à Medjugorje, un père de famille avec qui ils mettent au point l'idée du site internet. Alors, du point de vue du répertoire d'action de ce petit mouvement, l'action principale était donc le site internet avec 25 vidéos témoignages dans lesquels les individus présentaient leur parcours, c'est-à-dire leurs blessures homosexuelles et leurs arguments contre le projet de mariage. Une telle action a nécessité donc des compétences informatiques et beaucoup de temps libre. Marie-Hélène ne travaille pas, enfin la fondatrice, anonymisée encore une fois, ne travaille pas et ses 6 enfants sont maintenant grands. Le répertoire compte aussi quelques initiatives individuelles, notamment écrire à des députés ou des sénateurs, ce qui est un mode d'action plutôt spécifique des dominants. Et le répertoire compte enfin la participation aux manifestations et des prises de parole en public lors des rassemblements. Du point de vue de l'engagement, donc la caractéristique principale, c'est qu'il s'agit de ce qu'on pourrait appeler un engagement distancié. Homovox n'était jamais plus d'une quinzaine d'individus dans les manifestations et tous ne revenaient pas à chaque fois. Les membres ont été recrutés par la fondatrice via Facebook et via le site à partir des commentaires positifs qui étaient laissés par les internautes. Ou alors, ils étaient recrutés via les réseaux individuels personnels. Leur engagement ne procède donc pas procède en fait d'une sollicitation bien plus que d'une démarche active de chercher à militer. Les différents enquêtés font ressortir une frilosité des 20 autres membres du collectif. Certaines vidéos ont dû être floutées et cette frilosité tiendrait au problème de la visibilité et du coming out. Les personnes enquêtées font en effet partie des plus engagées et des plus actives ou actifs du collectif. Or, ils ont tous été familiarisés dans leur socialisation politique secondaire à l'expérience publique, à l'exposition aux médias ou à la prise de parole en public. Finalement, ce que l'on peut retenir ici, c'est que agir contre l'égalité quand on est soi-même concerné du point de vue de l'action collective, c'est, comme pour le reste du mouvement de la Manif pour tous, appartenir à des réseaux conservateurs. Et il est aussi intéressant de noter que l'engagement militant n'allait pas de soi, mais dépendait d'un agent recruteur et de la gestion individuelle de sa visibilité. J'en viens maintenant à l'analyse des trajectoires des personnes enquêtées qui donnent des éclaircissements donc sur cet engagement atypique. Les enquêtés se sont mobilisés pour défendre des valeurs conservatrices qui leur semblent menacées. L'argumentaire en entretien reprend ce qui était défendu lors des débats il y a 3-4 ans, c'est-à-dire protéger l'enfant qui a besoin de repères, protéger l'ordre social et la société dont la famille est un des socles. Une partie des argumentaires porte aussi sur les évolutions ou révolutions biotechniques dangereuses qui vont au-delà de la PMA et de la GPA du type utérus artificiel qui inquiète beaucoup. Une première question était donc de savoir comment a été construit leur conservatisme ou d'où il vient. Donc j'ai mis là, désolé pour ces blocs de texte, mais donc c'est des extraits des entretiens.
Donc le premier qui explique qu'il fallait comprendre ce que c'est la richesse d'un père et d'une mère, et donc je me suis engagé juste pour ça. Et le second qui explique que depuis la nuit des temps, le mariage est une institution qui structure la filiation, qu'il ne faut pas toucher au mariage qui est une institution qui gère la filiation, et que de toute façon, il n'y a pas de filiation dans les couples d'hommes, on pourra dire ce qu'on veut. Alors, un premier résultat est que leur conservatisme est un héritage de socialisation familiale et politique structurée et structurante, avec deux cas de figure. D'un côté, les enquêtés qui sont d'origine bourgeoise traditionnelle et de droite, où ce sont des familles donc nombreuses et où on peut vous voyez les parents et où le divorce est très mal vu. Dans ces familles, la socialisation religieuse est forte en socialisation primaire comme secondaire. Le deuxième cas de figure du conservatisme en héritage, c'est un enquêté issu des classes populaires à Marseille qui a été socialisé dans une famille de 11 frères et sœurs, de droite aussi. C'est le seul enquêté, en revanche, qui n'a pas eu de socialisation religieuse, ni primaire, ni secondaire. Il ne se définit pas comme catholique. Dans ces deux cas de figure, la famille est vécue sur un mode communautaire et la socialisation politique familiale de droite se prolonge très souvent dans le militantisme à droite en socialisation secondaire. D'autres enquêtés montrent un deuxième mécanisme d'intériorisation des valeurs conservatrices. Il s'agit d'enquêtés issus de classes moyennes qui n'ont pas connu de socialisation politique primaire forte, contrairement au premier dont je parlais, mais qui en revanche montrent une intégration très forte dans l'Église et dans l'institution, alors même que leur socialisation religieuse primaire était standard, voire faible, c'est-à-dire qu'ils sont plus intégrés religieusement que ne le sont leurs parents. Ces enquêtés véhiculent le discours de l'Église et ont des contacts avec les autorités religieuses très régulières. Donc, le discours de l'Église, on le voit par exemple dans la citation tout en bas. L'Église nous enseigne que la sexualité, elle est pleine et elle est donc la plus belle et la meilleure pour chacun d'entre nous dans ce qu'elle offre de plus beau, c'est-à-dire la vie. Deux de ces enquêtés sont sexuellement abstinents, donc pour suivre le discours de l'Église, et leur foi imprègne de façon évidente tout leur rapport aux politiques, y compris la politique partisane. C'est donc essentiellement l'intégration religieuse qui nourrit chez eux la politisation du mariage et des enjeux socio-sexuels. Leur positionnement en valeur est le produit de leur intégration religieuse plus qu'il n'est le produit de leur socialisation familiale. À l'échelle de l'échantillon, vous l'aurez senti, la religion est une donnée importante puisqu'un seul enquêté ne se définit pas comme catholique et leur catholicisme correspond de façon assez évidente à ce que Philippe Portier appelle les catholiques identitaires. Donc, je vous ai mis des extraits de définition, donc, qui sont dans l'allégeance à l'institution et en gros qui sont des militants de l'identité chrétienne ou catholique. Cependant, leur religiosité montre plusieurs nuances. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, l'espace du catholicisme identitaire est pluriel. Donc, j'ai essayé de voir comment est-ce qu'il se situait dans cet espace-là. Et donc, on voit qu'ils critiquent les cathos tradis de la Manif pour tous, qui sont un peu trop dans leur bulle catho. Ils critiquent ou rejettent même catégoriquement Civitas, qui sont un peu dans une autre époque. Et en fait, on voit que malgré leur allégeance à l'Église et à son discours, ils peuvent émettre des critiques, mais des critiques sur la façon dont l'Église gère les questions d'homosexualité. C'est-à-dire qu'ils ne remettent pas en cause le discours de l'Église sur l'homosexualité, mais la façon dont elle gère la question. Et malgré ces critiques, il ne s'agit pas non plus d'être contestataire, c'est-à-dire qu'ils rejettent et critiquent la position de l'association du mouvement David et Jonathan, qui en France donc est ce mouvement de gays et lesbiennes chrétiens, qui eux sont d'une logique, dans une veine contestataire de l'institution Église. Alors, ce conservatisme fabrique un rapport spécifique à l'ordre social et à la discrimination. J'en viens donc à la dernière partie de mon exposé. Les entretiens révèlent une allégeance à l'ordre socio-sexuel assez forte, qu'on peut voir dans ces extraits que je lirai avec vous rapidement. Donc une allégeance à l'ordre socio-sexuel où les enquêtés en fait reconnaissent les difficultés des trajectoires homosexuelles et ont bien souvent eux-mêmes vécu des formes de micro-exclusion, comme ne pas être reçu à Noël en famille avec son conjoint, mais ces micro-exclusions, ils les comprennent, les justifient et les voient comme légitimes. Dans ce premier extrait, par exemple, l'individu me dit « Mais
qui est vraiment homophobe aujourd'hui? Homophobie, xénophobie, toutes ces choses-là, toutes ces phobies, entre guillemets, c'est une ignorance plus qu'un vrai refus. À une époque, on discriminait un gaucher. En fait, le problème de la discrimination, ça vient de l'ignorance, que ce soit pour les gauchers ou l'homosexualité. Et le deuxième extrait, par exemple, il critique Conchita Wurst parce que c'est montrer quelque chose qui relève d'une souffrance comme si c'était un modèle qu'on pouvait suivre. Et le dernier extrait, assez intéressant, « Mon frère et ma sœur ne voulaient pas donner l'impression à mes neveux que notre relation était, comment dire, normale, j'aime pas le mot, mais le modèle référent à proposer. » Alors, on voit que l'hétérosexisme ou l'homophobie sont banalisés et mis en équivalence avec, par exemple, le fait d'être gaucher ou le fait d'être châtain dans un autre entretien. La sexualité n'a pas à faire l'objet de revendications et au final, les enquêtés ont tellement intériorisé leur milieu d'origine, qu'il soit religieux ou de classe, qu'il est impossible de mettre en cause l'ordre social. Les valeurs intériorisées contribuent ainsi à fabriquer des représentations négatives de l'homosexualité. Ils ont tous connu et ont fréquenté le milieu gay dans cette phase qu'on retrouve bien souvent dans les trajectoires homosexuelles de réajustement identitaire en socialisation secondaire, mais ils sont critiques de leur expérience dans le milieu gay, qui est insatisfaisant et qui est une passade, qui n'est pas sérieux, c'est la drogue, du sexe à la sauvette et un espèce de goût amer. Leur vision de la conjugalité est du même ordre, de la conjugalité gay. Le couple gay est instable et infidèle, ce qui n'empêche pas pour autant de vivre en couple, car le couple est toujours mieux que le célibat et la consommation sexuelle, et c'est un peu ce qu'on voit dans la citation en gras. Homo, il y a deux solutions. Soit on se fait 2 mecs par jour, surtout à Paris c'est facile, soit on vit en couple où on essaie de construire. L'enjeu est donc en fait de tendre vers une bonne homosexualité, celle qui est en couple, fidèle si possible, tout en reconnaissant que ce couple n'est pas l'égal du couple hétérosexuel procréatif. Et c'est là, en fait, ces représentations du couple, dans ces représentations du couple, il y a un véritable levier de leur engagement. Ainsi, la présidente me dit qu'il y a une limite que les personnes homosexuelles qu'elle a rencontrées vivent, et vivent souvent douloureusement. Il y a cette limite donc, qui fait que la relation amoureuse ne peut pas intégrer l'altérité sexuée, et donc elle n'est pas procréative. Le couple homo n'est pas pareil que le couple hétéro, et les gens qui sont dans Homovox, ils le disent que ça ne se vaut pas. Deuxième extrait, au Marais, ils ont envie d'être à 2, à 3, à 4 et plus c'est affinité. Si tu veux vivre une vraie vie de famille avec un enfant, t'habites pas le Marais ou alors t'es inconscient. Dernier extrait, moi ils me la font pas à l'envers. J'en connaissais 2 de couples qui avaient des enfants, c'était tout sauf une famille. Ma foi, il allait baiser avec un allait baiser avec un, l'autre allait baiser avec un autre. Désolé, c'est pas la famille. Alors, la deuxième logique importante de leur engagement, c'est leur rapport conflictuel au LGBT et au militantisme. Donc, ils rejettent de façon très vive toute attitude revendicative. C'est un point donc important parce qu'en fait, on voit que s'engager contre l'égalité dans le mariage, c'est aussi, voire surtout, s'engager contre les LGBT et leur gay pride. Alors, on ne parle pas de marche des fiertés. Quand on est en entretien avec eux, on parlait de gay pride. Donc, ils opèrent ainsi un renversement du stigmate homophobe. Ce sont en fait les LGBT et leur gay pride qui sont homophobes et qui fabriquent l'homophobie en France. Le problème de fond, c'est que la gay pride et les LGBT ne donnent pas une bonne image de l'homosexuel ou de l'homosexualité avec les plumes, les paillettes, les piercings et une sexualité exacerbée. Ils récusent très fortement ce qui est perçu comme une prétention du mouvement LGBT et de la gay pride à représenter les homos, alors qu'on n'a pas élu un président des PD de France pour reprendre un enquêté. Donc on le voit dans le deuxième extrait de citation. Je ne veux pas qu'un groupe de 100 personnes parisiens du Marais viennent dire voilà, on veut le mariage, mais qui vous êtes ? Vous êtes qui pour venir parler en mon nom ? Donc cette problématique de la représentation, elle est importante et elle est un des leitmotifs d'Homovox, qui donc veut représenter une voix homosexuelle dissidente. Cela se répercute au niveau micro-sociologique, parce que si pour eux tout s'est bien passé et s'ils n'ont jamais connu d'homophobie dans leur parcours, c'est parce qu'ils gèrent correctement leur visibilité gay.
c'est-à-dire sans provoquer. Il y a en fait une forte responsabilité ou responsabilisation individuelle, et ce sont les gays et lesbiennes eux-mêmes qui fabriquent l'homophobie. Pour se faire accepter dans son environnement, il suffit d'adopter une attitude ferme et une présentation de soi conforme. Ainsi, ce premier enquêté dans le premier extrait comprend à quel point la façon dont les interlocuteurs prennent cette information du coming out, la façon dont ils la prennent, dépend de la façon dont on leur présente. Tant que je présentais les choses sur le ton du confessionnal, forcément mon frère l'accueillait comme ça. Le deuxième dit quand on te pose la question à l'école ou au travail, ouais, t'es homo toi, si tu réponds oui, l'autre est un peu désarçonné, il n'a pas de prise, alors que si la réponse est non, pourquoi tu dis ça, non, qu'est-ce que tu fais courir comme bruit, sur un ton timoré, alors là, la personne envoie une image à l'autre comme quoi, oui, l'homosexualité, c'est pas bien. Donc la question, c'est en fait la manière de faire qui compte. Le problème n'est pas l'ordre social hétérosexiste ou un quelconque rapport social de domination, mais le problème, ce sont les LGBT activistes ou les individus qui ne s'assument pas toujours très bien ou se présentent mal. L'enjeu est donc celui d'une respectabilité gay à construire qui reprend les normes du milieu social, de classe ou de religion, sans les faire changer, mais pour s'y intégrer. Alors, en conclusion, donc, ce qui ressort de l'enquête, c'est que leur socialisation primaire, et pour nombre d'entre eux leur socialisation religieuse, leur ont fait intérioriser un hétérosexisme fort, qui fait que l'homosexualité ne vaut pas l'hétérosexualité, et l'égalité est en ce sens une mascarade. Leur positionnement contre l'égalité procède en fait d'une espèce de tension, donc à mettre entre guillemets parce qu'ils ne vivent pas leur positionnement multiple ou double comme une tension, on pourrait dire ambiguïté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il s'agit de s'assumer comme homosexuel, mais de ne pas être fier, d'appartenir à un groupe, d'accepter sa différence et s'en accommoder, mais ne pas la revendiquer, de ne pas croire au couple homosexuel qui est fondamentalement instable, mais de valoriser le mode de vie en couple plutôt que de consommer la sexualité. Il s'agit d'appartenir à l'Église et d'être loyal, mais aussi d'être critique parce qu'on est homosexuel dans l'Église, mais ne pas être contestataire. Il s'agit de ne pas nier l'homophobie, mais d'en accuser les homos. Et au final, il s'agit de viser une intégration, d'où le conformisme et la respectabilité, mais ne jamais atteindre cette intégration, puisque l'on est différent. Il faut s'approcher de la norme, mais ne jamais y être intégré, et donc tendre, pour ça que j'ai mis tension entre guillemets, tendre vers une normalité, mais ne jamais être normalisé, et cette normalisation, c'était ce que proposait donc le projet de loi du mariage pour tous. Ces accommodements montrent ainsi que l'agir contre l'égalité relève d'un mécanisme de hiérarchisation des appartenances au niveau individuel. L'appartenance socio-sexuelle n'a pas la priorité sur l'appartenance religieuse ou de classe, et les socialisations primaires priment sans conteste sur la socialisation secondaire en milieu gay. Et au final, l'expérience homosexuelle n'a pu transformer qu'à la marge leur rapport qu'ils ont à la religion ou à leur origine sociale. Voilà. Merci beaucoup.